Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV. Comme chaque jeudi, nous voilà ensemble pour une heure d'actu tech. Bienvenue dans 01 Hebdo. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver ce jeudi encore. Voici le sommaire. Tout d'abord, la nouvelle Rolls du smartphone. C'est le Galaxy S21 Ultra. La rédaction de 01net l'a enfin testé. Vous allez tout savoir. Et puis Jérôme, coup de tonnerre dans le cloud gaming. Google met fin non pas à son service Stadia, mais à Stadia Games. Tous les détails avec Aymeric Siméon, notre spécialiste. On va parler d'une innovation française révolutionnaire, François, pour les personnes dyslexiques. Des lunettes intelligentes qui permettent de lutter contre ce problème avec notre invité. La classe. Et puis Jérôme, je sais que tu projettes d'aller sur la Lune, oui, mais tu ne veux pas y aller tant qu'il n'y aura pas de 4G. Exactement. Eh bien, tes désirs vont être bientôt exaucés de la 4G sur la Lune. Voilà, c'est le sommaire. C'est parti pour une nouvelle édition de 01 Hebdo. Et merci d'être là. Et bien voilà, on est ravis de vous retrouver. Vous le savez, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actu high-tech, réalisé en collaboration, bien sûr, avec la rédaction de 01net.com. Un sommaire chargé, mon cher Jérôme. C'est un secteur formidable, la tech. Il se passe toujours quelque chose. Et pour débuter la question, vous le savez, 01net Orange. Attention, Jérôme, c'est la dernière question 01 Hebdo Orange, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on va vous proposer un nouveau rendez-vous, mais on en parlera tout à l'heure. Nouveau jeu. Et pour notre dernière question, donc 01 Hebdo Orange, on va revenir sur celle de la semaine dernière. Avez-vous acheté plus de produits high-tech depuis la pandémie ? Et oui, on en parlait à l'occasion des chiffres qui sont plutôt pas trop mauvais. Alors regardez ça, on est à peu près à 50-50. Pour la moitié d'entre vous, visiblement, ça a été l'occasion de vous équiper, de compléter un équipement ou d'en changer. Et donc, notre question de ce jeudi qui va conclure cette question 01 Hebdo Orange, on va revenir sur Google Stadia, Jérôme, on va en parler dans un instant dans l'actu. Google a-t-il raison d'arrêter Stadia Games, parce que c'est quand même le gros morceau de cette semaine. Alors voilà, on va détailler ça dans un instant avec Aymeric Siméon. C'est le studio de production de jeux vidéo de Google qui n'a sorti aucun jeu et à 75%. Pour l'instant, vous pensez que du coup, ils ont bien fait de limiter les frais. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez voter tout au long de cette semaine. Allez, on commence par l'actu dans 01 Hebdo, évidemment. L'actu, François, c'est tout d'abord l'homme le plus riche du monde. Enfin, il était passé en deuxième position. Ah, c'est pas toi? Pardon. Non, c'est pas moi. T'es juste en dessous, en fait, je suis un peu plus loin dans le classement. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui passe la main. Il va lâcher son titre de CEO d'Amazon. Oui, alors il ne va pas complètement disparaître de l'organigramme d'Amazon. Il va rester chairman, qui est un titre plus qu'honorifique quand même. Rappelez-vous, Bill Gates a été chairman de Microsoft pendant de nombreuses années. C'est rigolo parce que c'était presque jour pour jour, il y a 4 ans, je crois, que Bill Gates a lâché Microsoft aussi. C'est ça. Donc voilà, Jeff Bezos, tu le disais, l'homme le plus riche du monde, lâche un petit peu la main sur Amazon. Oui, il était devenu numéro 2 depuis qu'Elon Musk lui est passé devant. Tu parles non pas d'Amazon, là, mais... Non, je parle de fortune, oui, fortune Elon personnelle. Musk n'était pas patron d'Amazon, je tiens quand même à le préciser. Donc voilà, le CEO d'Amazon, va être remplacé, et c'est Andy Jassy qui va donc remplacer, Jeff Bezos, qui va, pouvoir tranquillement profiter de sa fortune, et puis aussi continuer à travailler, parce qu'il a d'autres occupations. Exactement, on l'a vu tout à l'heure devant une capsule Blue Origin, puisque vous savez que lui aussi, il est lancé dans la conquête de l'espace, ou en tout cas dans le voyage spatial. Et donc, il va notamment pouvoir s'occuper de ça. Il va pouvoir aussi aller, je pense, golfer et puis regarder Netflix. Il l'a bien gagné. Amazon Prime Video, peut-être pour lui. Ah oui, plutôt, oui. Amazon créé en 1994, il y a 26 ans. Et c'est vraiment la réussite emblématique du web marchand, du e-commerce. Mais voilà, comme on le voit, on peut comprendre qu'il ait envie de passer la main. Et ce qui est très significatif et symbolique, François, c'est que Andy Jassy, dont tu parlais, qui va le remplacer, eh bien, qui est-il? C'est le monsieur qui, aujourd'hui, dirige la branche cloud d'Amazon, Amazon Web Services,
qui est peut-être l'activité d'Amazon qui est devenue la plus importante, en tout cas la plus lucrative. Voilà. Alors Andy Jassy, en plus, est un proche de Jeff Bezos depuis de nombreuses années. Il travaille main dans la main et on peut comprendre pourquoi Jeff Bezos fait confiance donc à Andy Jassy. Oui, il était arrivé en 97 dans la maison. En effet, et rappelez-vous, donc 94, les débuts d'Amazon, c'était une librairie en ligne. C'était les prémices de l'Internet, c'était les prémices de tout finalement, de cette nouvelle époque. Et voilà le résultat aujourd'hui. Il faut savoir que pour le dernier trimestre, Amazon a fait un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars. Alors Amazon, souvent décrié, mais jamais égalé. Il y aurait beaucoup à dire évidemment sur Amazon. Il n'en reste pas moins que c'est une incroyable réussite entrepreneuriale. Et c'est ça qui est assez vraiment spectaculaire. Et client-centrique aussi, parce que c'est vrai que le client est au cœur en fait, de la stratégie d'Amazon. Bon, enfin voilà, c'est pas la fin du monde. Jeff Bezos lève un peu le pied, mais il sera toujours là et il aura toujours son mot à dire sur les décisions stratégiques d'Amazon. Mais c'est quand même important toujours ces moments où les entreprises, finalement, les fondateurs passent la main. Apple n'est plus dirigé par Steve Jobs, Microsoft n'est plus dirigé par Bill Gates et Amazon ne sera plus dirigé par Jeff Bezos. Voilà pour cette actu, l'une des plus importantes de la semaine. La deuxième, c'est cette guerre concernant deux autres aussi géants de l'Internet américain. D'un côté, Apple et de l'autre, Facebook, Jérôme. Exactement, le torchon brûle entre les deux géants du net pour des histoires de données personnelles et de publicité. Et alors, tenez-vous bien, il se pourrait que Facebook soit en train de préparer un procès contre Apple. Non mais tu imagines, Facebook qui attaquerait Apple en justice. Oui, tout ça pourquoi ? Parce que Apple est en train de verrouiller, de resserrer les taux de la publicité des données personnelles sur l'appli Facebook que nous avons, que vous avez peut-être si vous avez un iPhone. Ça va être de plus en plus compliqué pour Facebook en fait de pouvoir nous adresser via l'appli Facebook de la publicité ciblée. C'est ça le problème, le cœur du problème. Puisque Apple, c'est vrai que depuis plusieurs années, a vraiment pris le pli de la protection des données. Ils en font un cheval de bataille, ils en font un argument marketing aussi. Et avec la mise à jour iOS 14, à partir du printemps prochain, toutes les applications, pas seulement Facebook, qui seront proposées sur l'App Store, devront demander aux gens s'ils sont d'accord pour qu'on utilise leurs données personnelles. Si on vous pose la question, qu'est-ce que vous allez dire ? Comme à peu près sans doute 80 ou 90% des utilisateurs, vous allez peut-être dire non. Et donc ça, Facebook le craint. Il pense que ça va faire tomber son business, le business de toutes les entreprises qui font du commerce sur Facebook, baisse de revenus pour toutes ces entreprises. Alors c'est très drôle. D'un côté, vous avez Apple qui défend le citoyen et les données personnelles, la vie privée. Et de l'autre côté, Facebook qui dit oui, mais nous, on défend le petit commerce, la liberté d'entreprendre et la publicité, puisque évidemment, derrière tout ça, c'est une question de publicité. Comment ça va se terminer cette histoire-là ? Peut-être que Facebook va intenter un procès à Apple. C'est à suivre, ça sera sans doute l'un des grands rendez-vous tech de cette année 2021. C'est comme ça, Facebook et Apple, ils partent chacun dans une direction, c'est assez étonnant. Autre actu Apple, alors celle-là un petit peu plus souriante quand même. Et oui, mais tiens, c'est marrant, elle met encore face à face Apple et Facebook, en fait. Mais cette fois-ci sur le front du hardware, plus précisément, puisque Apple aurait comme projet de sortir un casque de VR, Jérôme. Et oui, ça fait un moment qu'on en parle et visiblement, d'après les dernières fuites, ce casque pourrait sortir l'année prochaine, ça se préciserait. Mais apparemment, il y a effectivement des tensions et des dissensions au sein d'Apple parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le concept. C'est embêtant. Oui, voilà, il y a les ingénieurs qui sont en train de mettre au point le truc, qui veulent un bon gros casque bien performant, donc qui serait branché à une machine, un smartphone ou plus exactement un ordi. Et puis Johnny Ive, qui est toujours il est toujours designer en chef. Alors non, il est monté. Il est parti d'Apple il y a quelques mois, mais il travaille toujours de manière étroite avec Apple, mais il est reparti à Londres. Mais il est devenu consultant en fait chez Apple de design. Ça. Mais bon, il a un certain poids symbolique évidemment, et donc il a son mot à dire. Et lui, il ne veut pas de ça. Il veut un casque autonome, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de brancher sur quoi que ce soit. Et ça ressemble beaucoup à l'Oculus de Facebook. Effectivement, l'Oculus Quest 2.
qu'on a testé et qu'on aime beaucoup ici à la rédaction de 01net.com. Voilà, bon alors pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, hein, Jérôme. Ça fait des années aussi que En fait, il y a deux serpents de mer chez Apple, la voiture et le casque de réalité virtuelle. Et le truc de rechargement. Ou les lunettes de réalité augmentée aussi, qui sera un autre produit. Et les porte-clés connectés, il y en a beaucoup quand même. Oui, c'est vrai, et les AirTags. Donc, vous voyez, peut-être qu'on parle de choses qui ne sortiront jamais, mais en tous les cas, les rumeurs bruissent du côté de chez Apple. Voilà. Les news cette semaine également, on vous le disait dans le sommaire, eh bien c'est cette décision de Google de mettre la clé sous la porte de Stadia Games and Entertainment, qui est donc le studio qui devait créer des jeux vidéo chez Google pour le compte de la plateforme de streaming Stadia. Tout à fait. Et Stadia, il faut savoir que c'est une grosse galaxie. Il y a le service de streaming de jeux vidéo. Qui lui continue. Qui est ou gratuit ou payant. Qui a été lancé en 2019. Et puis il y a donc ce studio. Et là, c'est la fin des haricots pour Google. On en parle avec Émeric Siméon. Salut Émeric. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Voilà, spécialiste du jeu vidéo aussi à 01. Ouais. Émeric, alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'arrêt de Stadia Games? En fait, je pense que, déjà on va rappeler effectivement, hein, tu le disais très justement, Stadia Games et Stadia, c'est vraiment deux choses différentes. Hein. Stadia, c'est le service auquel tu vas te connecter, tu vas pouvoir acheter des jeux et y jouer dans le cloud sans nécessairement avoir la machine qui va bien. Hein. Tu as une manette, puis ton téléphone, etc. Bon, et puis en plus, Stadia est accessible sur pas mal de plateformes maintenant, même si le service n'est toujours pas parfait. Il est de plus en plus accessible. On peut payer pour avoir une qualité optimale de jeu ou ne pas payer pour avoir une bonne qualité de jeu. Le problème, c'est qu'il faut racheter ces jeux si tu veux pouvoir y jouer sur Stadia. Donc déjà, ça, c'était un truc qui, déjà, à l'époque, avait un peu fait grincer des dents. Mais Google a dit, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, les gars. Vous inquiétez pas. De toute façon, on va en donner des jeux, donc déjà, ça va être bien. Puis ensuite, on va monter un super studio, vous allez voir. Et puis, on va embaucher on va embaucher plus de 250 personnes qui vont faire que ça. Ils vont créer des jeux pour notre plateforme, parce que vu qu'on a la plateforme déportée, on a tout à la maison. Donc nos développeurs vont pouvoir travailler sur ces plateformes et optimiser, créer spécialement des jeux. J'avais débauché il y avait une ribambelle de peuple qui était partie là-bas. Et une vedette pour diriger le studio. Alors en fait, il y en avait plusieurs, mais effectivement. Alors voilà, il y avait notamment cette personne-là, mais il y avait aussi des gens qui venaient de chez BioWare, de chez EA. Il y avait du beau monde, quoi. Ils sont allés faire leur marché. Et puis c'est vrai, il faut être honnête, le cloud gaming, c'est quelque chose d'hyper excitant en fait. Oui, c'est une nouvelle aventure. Pouvoir créer, on sort un petit peu des sentiers battus, de la façon dont on crée les jeux de manière un peu traditionnelle, etc. Bon, bref. Et puis la nouvelle est tombée. Non, finalement, en fait, on va rien faire, on ferme. Donc ils ont sorti combien de jeux? À peu près 0. Mais alors pourquoi? À peu près pas du tout. Mais alors pourquoi ce revirement de situation? Parce que ça coûte de l'argent tout ça. Le fait de se dire, on va essayer peut-être de draguer des développeurs. Peut-être que ça coûtait de l'argent justement. Et que ça n'en rapportait peut-être pas assez. Mais on sait que le développement d'un jeu, c'est un marathon qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Des dizaines d'années pour certains jeux. Oui, et puis voilà. Alors je pense qu'en fait, Google, en lançant Stadia, déjà quand ils ont lancé Stadia, c'était pas tout à fait prêt. Le service n'était pas vraiment au point par rapport aux promesses. Toutes n'étaient pas tenues. Je pense qu'ils ont voulu peut-être aller trop vite dans l'aventure et se lancer finalement sur la création de jeux, avant d'avoir un service qui soit, pleinement opérationnel, 2, plébiscité par les utilisateurs, etc. Oui, il fallait d'abord créer une communauté, peut-être. Je pense. Avant d'essayer de se dire, on va mettre en chantier en même temps. C'est un peu comme si tu construisais la maison, le toit, la cave, le garage, tout en même temps, mais sans te demander s'il n'y avait pas un ordre à suivre pour que tout tienne. Je pense que c'est ça. C'est bien vu. Je pense que c'est tout à fait ça. Ils se sont dit, on est Google, on va pas s'embêter. Je pense qu'il y a eu, on est Google, les applis, on sait faire, mais une appli, c'est pas un jeu vidéo. Voilà, donc on a des ressources. On va en débaucher, puis on s'appelle Google quand même, donc ça fait bien sur... ça fait bien, c'est sûr. On va embaucher plein de monde, et puis voilà. Et je pense qu'ils ont dû se rendre compte que c'était difficilement tenable. Et c'était d'autant plus tenable que cette initiative a été quand même lancée au moment de la pandémie. Oui, quasiment. Donc ils n'ont pas été tout le monde a dû travailler de chez soi. Et tous les développeurs de jeux vidéo ont été unanimes. Travailler de chez soi pour développer un jeu, c'est l'enfer. On l'a bien vu là, ces derniers mois, tous les lancements à retardement, plutôt mal fait pour certains. Voilà. Tout le monde a joué de malchance avec la pandémie, surtout sur les jeux vidéo. Donc on peut imaginer qu'une structure naissante soit d'autant plus impactée. Si les gros monstres
aux rouages bien huilés ont eu du mal. Alors ceux qui arrivent tout juste sur le marché peuvent avoir d'autant plus de mal à mettre en branle des projets. Aymeric, pour résumer cette information, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui s'arrête? C'est-à-dire que le service Stadia, il reste. Ça continue. Ça continue. Pas de problème, on continue à pouvoir y accéder. Version gratuite. Version payante. Pas de souci. Avec la manette, sans la manette, avec le Chromecast, sans Chromecast, depuis le navigateur. Bref. Depuis son smartphone, pas de problème. Voilà, et puis on sait que Google a envie de pouvoir proposer Stadia de façon dérivée sur d'autres plateformes. Voilà. Donc ça ne change pas. Ça ne bouge pas. Voilà, vous avez un abonnement, il ne s'arrête pas, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas d'abonnement. Voilà, vous pouvez quand même continuer à y accéder et vous pouvez continuer à accéder à vos jeux que vous auriez éventuellement achetés sur la plateforme. Ce qui s'arrête, c'est qu'il n'y aura pas de jeu estampillé Google, fabriqué, conçu par Google. En tout cas, il n'y en aura pas maintenant. Ça n'empêchera pas des studios tiers de dire à Google on va utiliser votre infrastructure pour lancer nos titres. D'accord. Voilà. Ça n'empêche pas EA, Ubisoft, etc. de continuer à proposer des jeux. D'ailleurs, FIFA arrive là sur Stadia, là, est déjà arrivé. Enfin, je crois que c'est en route. Voilà, ça reste un service. Comme on pourrait avoir par exemple un GeForce Now ou un Xbox Game Pass, c'est-à-dire qu'on continue à proposer du service. Voilà. On voit que c'est quand même pas facile, même pour des géants, même pour des GAFAM, de se lancer dans le jeu vidéo. Amazon fait du jeu vidéo depuis 7 ans. Et puis surtout, on parlait d'AWS, puisque c'est donc Amazon Web Services, c'est le CIO vient de cette division. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Luna, donc qui est le service de jeux vidéo à la demande d'Amazon, ne devrait pas tarder à arriver. Alors c'est un service qui n'est pas du tout comme Stadia. Enfin, c'est un peu, voilà, on en avait parlé. Et puis, ça c'est pour la partie cloud, mais ils font aussi du contenu. Ils créent du contenu. Mais c'est pas des grands succès. Alors c'est pas des grands succès, surtout qu'ils en ont arrêté un ou deux l'année dernière en disant c'est un peu la même histoire en fait. C'est un peu la même histoire, sauf que Amazon a dans sa manche Twitch. Alors Google a YouTube Gaming, vous me direz, mais Amazon a quand même toute une énorme infrastructure cloud que Google a aussi, mais a peut-être un peu plus le jeu dans ses gènes et peut-être beaucoup moins diversifié que ne l'est Google. Et c'est peut-être là-dessus qu'il pourrait faire la différence. Mais rien à voir avec un Microsoft et un Sony, un Sony Interactive Entertainment et Microsoft Xbox, dont c'est le boulot. C'est bien et c'est pas bien parce que de la concurrence naît l'émulation et ça permet. Il y a déjà de la concurrence. Enfin, il y a Sony, il y a Electronic Arts, il n'y a jamais assez de jeux pour les gamers. Il y a jamais assez de jeux pour les gamers. Jamais. Oui, c'est clair. Et puis voilà, et puis avoir des jeux qui ne sont faits que pour le cloud, ça pouvait donner d'autres perspectives. Imagine des batailles à 1000 contre 1000. Oui, c'est clair. C'était fou. Mais on se rend compte paradoxalement que Sony vend des millions de PlayStation 5, les nouvelles Xbox se vendent bien, Nintendo cartonne avec la Switch. Donc d'un côté, il y a ceux qui savent faire du jeu vidéo, qui l'ont toujours fait et qui cartonnent, et puis les autres. On ne fait pas du jeu vidéo qui veut. Ne fait pas du jeu vidéo qui veut. Exactement. C'est la morale de l'histoire. Et oui, merci Aymeric. Je vous en prie. C'était ta dernière? C'était ma dernière. Voilà, au nom de toute la rédac et au nom de 01 Hebdo, voilà, on te remercie de tout ce que tu as pu nous apporter tout au long de ces années. Merci, on te souhaite bon vent et ne joue pas trop aux jeux vidéo. Écoute, en fait, je vais plutôt essayer de reprendre les jeux vidéo. Parce que, à part y jouer pour travailler. Tu y jouais pour travailler, là tu vas pouvoir y jouer pour le plaisir. C'est dur de dire ça, je joue aux jeux vidéo pour travailler. Alors, c'était pas 90% de mon temps, c'était 10% de mon temps. Et même quand on fait ça, c'est pas pareil que d'être confortablement installé avec la manette et juste se dire je vais y jouer juste pour jouer. Allez, comme ça. Et profites-en et prends beaucoup de plaisir à tout ça. Profites-en bien et bonne route. Merci de m'avoir accueilli. Jérôme, il est temps maintenant de retrouver le test d'un smartphone très attendu. Il s'agit du Galaxy S21 Ultra. C'est le haut de gamme, c'est le top du top. Exactement, on a déjà reçu Nicolas Lelouch sur ce plateau pour nous le présenter, mais on vous l'avait expliqué, les tests approfondis de la rédaction étaient en cours, donc on ne pouvait pas tout vous dire. Et Nicolas nous a bien heureusement laissé une petite vidéo récapitulative. Et voilà, c'est le test du Galaxy S21 Ultra qu'on vous propose de retrouver maintenant. Avec le Galaxy S21 Ultra, Samsung a peut-être trouvé la bonne formule. On teste ce smartphone depuis 2 semaines et on l'a vraiment adoré. Cette année, Samsung s'est réservé la meilleure dalle à lui-même. La dalle LTPO du Galaxy S20 Ultra mesure 6,8 pouces et surtout LTPO, ça veut dire qu'on peut faire varier automatiquement le taux de rafraîchissement entre 11 et 120 Hz qu'aucun autre smartphone ne sait faire. Et du coup, ça va préserver l'autonomie tout en vous permettant de profiter d'une expérience de navigation vraiment très fluide. Au niveau de l'autonomie aussi, on est vraiment très satisfait par ce Galaxy S21 Ultra. Selon nos mesures en laboratoire,
c'est 14 heures lorsqu'on est en écran 120 Hz et 14h38 quand on est en écran 60 Hz. La différence, elle est très légère. La preuve que l'écran LTPO, ça marche. Et surtout, ça vous permet de tenir largement plus d'une journée sur une utilisation. Sur qui dit smartphone Samsung, qui plus est ultra, dit le meilleur hardware du marché. Même si Samsung était talonné de près par Huawei ces derniers temps, là, on peut dire que le coréen reprend vraiment l'ascendant. Déjà au niveau du design, évidemment c'est subjectif, mais il faut reconnaître que ce que Samsung a réussi à faire cette année est très plaisant. Le dos en verre mat, il est somptueux, l'écran est très peu incurvé, ce qui rend son utilisation très facile tout en étant très joli. Et surtout ce bloc module caméra qui est intégré directement sur le côté de l'appareil, on trouve que c'est somptueux, même si ça dépasse un petit peu trop selon nous. C'est le seul point sur lequel Samsung peut encore s'améliorer. Enfin, attaquons la partie photo, qui est évidemment celle que vous attendez le plus, avec déjà un avertissement. Ceci n'est pas le test complet photo du Galaxy S21 Ultra. Mon collègue Adrien Branco, que vous connaissez pour sa rigueur, vous présentera un second test photo dédié au Galaxy S21 Ultra prochainement. Passé cette information, on fait l'appel des modules caméra. On a un capteur principal de 108 mégapixels de seconde génération, qui vous allez voir gomme les défauts de son prédécesseur, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels qui pour le coup n'évolue que très peu par rapport à son prédécesseur, et c'est là que c'est intéressant, 2 zooms optiques différents. En l'occurrence, c'est 2 capteurs de 10 mégapixels, mais l'un permet d'avoir un zoom x3 et l'autre est rattaché à un module périscopique et vous offre un zoom optique x10. C'est la deuxième fois que ça arrive sur le marché après le Huawei P40 Pro+. Pour nous, et c'est la première fois depuis longtemps, Samsung détient le meilleur smartphone du marché. Jusqu'à maintenant, Huawei avait fait mieux, Samsung était un petit peu plus décevant et à chaque fois, on était un peu déçus par ces Galaxy haut de gamme. Là, avec le S21 Ultra, vous avez un condensé de tout ce qui se fait de mieux. On est super content d'avoir ce produit sur le marché. On espère que les prix vont vite baisser pour qu'un maximum de monde puisse en profiter. Mais on vous recommande vivement le Galaxy S21 Ultra. Voilà, Nicolas Lelouch avec un extrait de ce long test du Galaxy S21 Ultra. Et pour le découvrir, c'est en intégralité sur 01net.com ou sur la chaîne YouTube de 01net. Voilà, François, on va parler maintenant d'une innovation française étonnante pour lutter contre un problème que rencontrent notamment beaucoup d'enfants, c'est la dyslexie. Vous savez, quand on mélange les lettres, les mots comme ça, etc. Eh bien, la solution passe peut-être par les objets connectés et par des lunettes connectées. On en parle avec notre invité. Et oui, Jérôme, des lunettes pour dyslexiques. Et c'est une innovation française qu'on va découvrir tout de suite avec notre invité que nous accueillons. Je vais retrouver son nom, c'est Mickaël Kodochian. Bonjour Mickaël, merci d'être avec nous via Visio. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Alors, votre société, c'est Abeille, avec un Y. Oui. Et donc, vous avez créé ces lunettes, je le disais, qui sont censées aider les personnes dyslexiques. Alors, évidemment, la question qu'on a envie de vous poser, c'est comment est-ce que ça marche? Comment ça s'utilise? Oui, comment ça va? Alors, comment ça s'utilise? C'est très simple. Eh bien, on met les lunettes, elles contiennent de l'électronique, on les active, et puis l'effet est instantané, on voit plus net, et la lecture est facilitée. Maintenant, comment ça marche? Tout est parti d'une découverte scientifique à Rennes, il y a maintenant 3 ans, où des scientifiques rennais ont découvert que les dyslexiques avaient les yeux trop parfaits. Et cette trop grande perfection pénalise le cerveau dans sa capacité à traiter l'image. Et ça nous a pris 3 ans de R&D avec ce laboratoire pour mettre au point des filtres actifs qui facilitent la lecture en rendant l'image plus nette, c'est-à-dire, pour rentrer un peu dans les détails, pour désactiver l'image miroir qui vient perturber la lecture. Peut-être revenir sur la dyslexie. De quoi s'agit-il exactement? On parle de quoi pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est? Alors, les symptômes, c'est une difficulté, c'est un trouble de l'apprentissage. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par une difficulté à lire. Comme vous le disiez si bien, certaines lettres s'inversent. Je ne suis pas un expert de la dyslexie, en tout cas sur toute la dyslexie. En revanche, ce qu'on a constaté, en tout cas c'est l'objet de cette découverte, c'est que en fait l'intégralité des êtres humains, lorsque l'on lit, le cerveau, à un moment, génère une image miroir. C'est le B de Bernard qui se transforme en D de David. Et parce que, la plupart des gens ont les yeux dissymétriques, au niveau de la zone, au niveau de la rétine, il y a une petite zone qui est d'un côté un joli rond et de l'autre côté une patate, le cerveau est capable d'éliminer cette image miroir. Malheureusement, comme je l'ai dit, chez les personnes dyslexiques,
les deux yeux sont trop parfaits, vous avez deux jolis ronds, et le cerveau finit par superposer le B de Bernard et le D de David. Et donc la lecture devient très difficile. Alors donc vous, avec vos lunettes, vous remettez tout ça en place. C'est ça. On le voit, ce sont des lunettes qui ne sont pas très grosses, hein, qui sont... voilà, vous avez réussi à miniaturiser à l'extrême toute la technologie, en fait. Absolument. En fait, c'était un point important. C'est pour ça que ça nous a pris aussi du temps. Mais c'était un point important pour moi parce que, si vous voulez, lorsque vous êtes dyslexique enfant, c'est déjà stigmatisant, si vous voulez. Et donc, il s'agissait de proposer quelque chose qui les aide, qui ne soit pas stigmatisant, pour que vous puissiez porter des lunettes chez vous, bien sûr, mais aussi à l'école. Et c'est la raison pour laquelle on a fait un travail énorme de miniaturisation avec un design finalement passe-partout. C'est vrai que comme on est incubé par les opticiens Atoll, eh bien on a pu bénéficier de l'expertise d'opticiens pour dessiner des lunettes qui soient bien sûr miniaturisées mais aussi élégantes. Combien de personnes souffrent de cette maladie en France? On a des chiffres? Oui, alors les chiffres, grosso modo, il faut retenir, c'est 10% de la population mondiale. En moyenne, 10% c'est un chiffre très vague. Enfin, comment dire, on n'arrive pas à se représenter. En fait, si vous allez dans n'importe quelle école, vous allez dans une classe, n'importe quelle classe, en moyenne, il y a à peu près 2 enfants dyslexiques. D'accord. Ouais. Qui en plus parfois ne le savent pas. Enfin, c'est diagnostiqué souvent assez tard, ce problème. C'est vrai que malheureusement, c'est diagnostiqué tard, tout simplement parce que c'est au moment de l'apprentissage. Donc généralement, c'est au CP, CE1, voire CE2. Certaines personnes, j'ai rencontré, par exemple, pendant ces 3 dernières années, j'ai rencontré des adultes qui l'avaient appris adultes. Ouais. Et donc malheureusement, plus on apprend tard, moins, plus on perd de temps pour s'adapter. Alors, on va rentrer un peu dans la technologie. Comment arrivez-vous à corriger cette maladie grâce à vos lunettes? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Je vous ai parlé de l'image miroir qui est générée par le cerveau. Et en fait, les deux images, l'image initiale et l'image miroir, ne parviennent pas au centre de traitement de la lecture, dans le cerveau, qui est situé à gauche, ne parviennent pas à ce centre de traitement de la lecture au même moment. Il y a un décalage temporel de quelques millisecondes, et ce décalage temporel, c'est exactement ce que nous utilisons pour les désactiver. Je résume ça en disant qu'on a résolu un problème géométrique avec une solution temporelle. Donc, de manière pratico-pratique, les verres sont stroboscopiques. Les filtres clignotent très vite, et clignotent surtout au bon moment pour désactiver, opacifier ils deviennent opaques au moment où l'image miroir va se générer. Oui, c'est ce qu'on voit sur les images, on voit que ça clignote très vite en fait. Ouais. Et il y a un temps d'adaptation, ça marche instantanément. Ça marche instantanément. Lorsque l'on est enfant, on réalise qu'on a... Alors, l'effet est instantané, mais certaines personnes mettent un peu plus de temps pour se rendre compte que quelque chose a changé. Et en fait, les enfants le réalisent tout de suite. Ils mettent les lunettes et tout de suite ils disent mais c'est... En fait, la plus belle phrase, c'est une jeune fille de 9 ans qui m'a dit « Moi, maintenant, je vais être comme mes copines ». Ouais. Michael, est-ce que ça corrige? Ça veut dire qu'il faut les porter toute sa vie, ou bien ça soigne? Non, aujourd'hui, ça ne soigne pas. En tout cas, rien ne me permet de l'affirmer. Aujourd'hui, ça corrige, ou en tout cas, ça atténue, puisque, en fait, selon les degrés de dyslexie, on constate que certaines personnes sont grandement aidées, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, ça soulage. Voilà. Alors, vous avez fabriqué ces lunettes en collaboration avec Atoll. C'est une première génération. Est-ce qu'on peut imaginer demain que, grâce à la miniaturisation, on arrive à avoir des lunettes qui pourraient ressembler à celles que nous portons, par exemple, Jérôme et moi, et qui pourraient corriger la dyslexie? Bien sûr, bien sûr. En fait, on est déjà en train de travailler sur les prochaines générations. En fait, aujourd'hui, sur le marché, il y a un modèle enfant. Là, au printemps, va arriver un modèle adulte, qui est un peu plus grand, un peu plus, différent. Et puis, on est déjà en train de travailler sur une deuxième version qui est sur une technique différente. Et puis, évidemment, on travaille aussi sur la miniaturisation de l'électronique pour les rendre encore plus fines, pour qu'elles ressemblent à celles que vous avez, bien sûr.
Michael, encore deux petites questions pratico-pratiques. D'abord, quelle est l'autonomie? Il faut les recharger tous les combien? Et puis, combien ça coûte? Alors, l'autonomie, vous les rechargez 5 heures. En gros, il faut raisonner comme un téléphone. Vous le rechargez le soir et vous avez 2 jours d'autonomie. Et aujourd'hui, le prix en magasin est de 399 € TTC. Très bien. Est-ce que ce type de produit pourrait être un jour remboursé par la Sécurité sociale ou la mutuelle? Il pourrait, absolument, il pourrait, sauf que les démarches sont assez longues. En fait, on les a entreprises. L'étape numéro 1, en fait, c'est de constituer un dossier pour faire une demande de prise en charge. Et l'étape numéro 1, voire 0 de ce dossier, c'est de rassembler des données scientifiques qui sont aux normes de la sécurité sociale. Donc, c'est l'étude clinique qui est en cours, qui nous permet de rassembler donc, ces données. Et ensuite, il y aura une deuxième étape, donc construire l'étude technico-économique, etc. Et ensuite, on pourra très bien imaginer faire une demande de prise en charge, bien sûr. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Michael. Kodochian. Voilà, de la société Abeille pour ces lunettes anti-dyslexie qui s'appellent les Lexilens. Merci beaucoup. À vous. Et bravo. Jérôme, on va maintenant parler télécom et je t'emmène sur la Lune. Ah, enfin. Tu es prêt? Ouais, bah oui. Tu as ta combinaison? Tu peux prendre ton smartphone et un 4G parce que ça va marcher. Hein. Oh. Alors, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir sans combinaison, mais Amélie Charnet va nous expliquer tout ça tout de suite. Amélie Charnet de la rédaction de 01net qui nous a rejoint. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour, ça faisait longtemps en présentiel. Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir de te revoir, Amélie. On s'est vu souvent en visio. Et puis Gilbert Kallenborn, à qui on donnera la parole dans un instant, qui est avec nous également cette semaine. Salut Gilbert. Salut. Oui, on va parler d'un sujet passionnant et effrayant. C'est la vente de drogue par messagerie, par WhatsApp, par Telegram, etc. Tu as enquêté là-dessus. On va en parler dans quelques minutes. Cybercriminalité. Alors, tout d'abord. Amélie. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on parle de 4G sur la Lune? Il y a encore des régions en France où il n'y a pas de 4G. Et nous, il faut qu'on aille encore plus loin et qu'on mette de la 4G sur la Lune. On n'est pas le 1er avril? Non, c'est vrai qu'au départ, moi, je pensais même à une news du Gorafi où il y a eu tellement de plaisanteries sur ça. Il y en a eu des vrais articles comme ça. Alors, c'est la NASA, en fait, qui a eu cette idée. Vous connaissez le programme Artemis. En fait, Donald Trump a énormément poussé pour qu'on ait à nouveau des hommes sur la Lune. Ouais. Donc, en théorie, mais je pense qu'avec Joe Biden, ça va peut-être s'allonger. Non. Donc, en théorie, il y aurait un premier équipage qui arriverait en 2024. Je pense que ça va être un peu repoussé, mais bon, dans ces horizons-là. Oui, il faut voir si Joe Biden va pas reculer les choses, c'est possible. Que celle de Donald Trump. Et puis, en fait, les Américains veulent installer une présence humaine durable. Donc, on aurait une base lunaire durable d'ici 10 ans. Et ils se sont dit, jusqu'à maintenant, c'est toujours nous qui avons développé nos moyens de communication, et c'était pas terrible. Et pourquoi ne pas utiliser ce qu'il y a de mieux sur Terre, en fait? La 4G, qui a fait ses preuves, qui est hyper mature. Et il se trouve que Nokia, qui est un équipementier finlandais télécom, avait déjà planché là-dessus avec Vodafone. Ça ne s'était pas fait. Mais ils avaient déjà leur projet presque prêt. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà imaginé mettre de la 4G sur la Lune. Tout à fait. Et ça devait se faire en 2019, ça a échoué. Et donc, la NASA a dit, Banco, on vous signe un gros chèque, mais vous nous prouvez la faisabilité de la 4G sur la Lune d'ici fin 2022. Donc là, il a quand même fallu un petit peu accélérer les choses. Donc, en fait, l'idée, c'est d'envoyer un rover qui serait la station de base, en fait. Donc, et il y aurait des antennes sur un atterrisseur. Donc, ensuite, le rover se déplace tout seul. Un peu le rover qui est arrivé sur Mars, en fait. Exactement, c'est le même type d'engin. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une liaison entre l'atterrisseur et le rover. Alors, on sait que sur la Lune, finalement, il n'y a pas de problème de propagation. C'est un peu comme sur la Terre, même si l'atmosphère n'existe quasiment pas. Donc, ils ne savent pas quelle couverture ils vont obtenir. Mais bon, l'inconnu, c'est plutôt la surface volcanique, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle comme sur Terre avec des immeubles ou des arbres. Mais en fait, il y a des cratères, il y a des collines, il y a des montagnes. Et alors, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont été faire des tests sur l'île de Fuerteventura, dans les Canaries. Parce que c'est là qu'ils ont trouvé l'environnement le plus proche de la Lune. Voilà. Donc, mais il y a déjà de la 4G là-bas en plus. Oui.
problème. Ah oui. Et donc, c'est vrai que moi, bêtement, je pensais que peut-être que la propagation des ondes était tout à fait particulière sur la Lune, mais non, en fait, le problème, c'est plutôt le relief. Donc, ce serait quoi? Il y aurait des antennes fixes? Il y aurait des... Alors, donc, pour l'instant, il s'agit juste de prouver que c'est possible, la faisabilité. Là, ils n'en sont pas encore à penser à un plan de déploiement. Et puis, le rover, tu disais, qui va bouger, qui va bouger, et ils vont voir jusqu'où il peut aller pour voir quelle couverture. Il est récepteur dans l'histoire, en quelque sorte. En fait, il y aura dans les deux sens, et en fait, le rover va se déplacer pour voir un peu jusqu'où ils peuvent aller au niveau de couverture. Voilà. C'est comme Jérôme dans le parking souterrain pour voir s'il a encore de la cage. C'est ça, d'accord. C'est bon. Et alors, évidemment, en fait, il faudra quand même qu'il y ait un satellite pour que les infos viennent jusque sur la Terre ensuite. Et oui, c'est-à-dire que du rover, non pas du rover, mais du lanceur, en fait, il y aura un relais qui émettra jusqu'à un satellite qui sera connecté à Internet sur la Terre. On ne peut pas envoyer directement. Parce que le but du jeu, c'est de communiquer avec la Terre. En Moi, plus, je croyais que c'était que pour les et de récupérer les informations. En fait. Donc, alors, à terme, les applications, ça sera envoyer des vidéos, envoyer de la data, contrôler des robots, faire de l'IoT, et puis surtout permettre aux humains qui seront sur la Lune de communiquer entre eux avec des communications très haut débit. Facebook. Mais pourquoi pas? Tout est possible. Ce soir dans la mer de la sérénité, de la tranquillité. Et donc, et ça s'arrêterait pas là, parce qu'après, ils se disent, mais pourquoi pas mettre de la 4G sur Mars? Évidemment. Je ne suis pas sûre que les conditions soient tout à fait pareilles. Donc déjà, là, pour la Lune, le fait d'envoyer cette station de base, il va falloir la concevoir hyper compacte, hyper résistante à toutes les conditions du lancement qui sont quand même hyper rigoureuses. Donc finalement, là, l'enjeu, c'était d'arriver à construire le matériel qui prenne le moins de place possible, qui soit le moins lourd. Donc rien d'insurmontable. T'imagines pour un opérateur, la pub, quand le jour où il pourra dire « Et maintenant, sur la Lune, notre réseau est disponible sur la Lune. » Oui, c'est clair. Mais... Alors, ils m'ont dit, mais vous ne nous posez pas la question, et pourquoi pas la 5G? Et pourquoi pas la 5G? On allait te la poser. Pourquoi la 4G? Pourquoi la 4G pas Alors, en fait, la 4G, c'est hyper mature. Ça fait des années que ça existe. On la connaît par cœur. Elle a prouvé sa fiabilité. Et ils disent, le jour où on veut switcher en 5G sur la Lune, il n'y a aucun problème. Ça reste quand même des grands principes qu'on maîtrise bien. Donc, ils disent, si on réussit à prouver que ça marche avec la 4G, on pourra passer en 5G sur la Lune. Est-ce qu'on a parlé débit? Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme débit sur la Lune? Les prix des forfaits. Ça serait du roaming? C'est compris dans notre forfait mondial ou pas? Alors, non, pour le simple mortel... Il faudra le forfait galactique. C'est ça, le forfait galactique, bien sûr. Alors, est-ce qu'effectivement, Free pourra dire que le roaming marche aussi sur la Lune? Non, mais en plus, bientôt, on aura quand même des voyages suborbitaux. Alors, normalement, pour l'instant, ce ne sera pas jusque sur la Lune. Non, on ne captera pas la 4G de la Lune. Mais pourquoi pas? Et donc, ensuite, la 5G, ça y est, j'y suis. La 4G pourra être utilisée dans toutes les missions humaines de la NASA et toutes les missions habitables. Bien sûr, oui, ça permettra en fait à tous les résidents de la Lune de communiquer sans problème. Eh bien voilà, c'est fou cette histoire quand même. C'est magnifique. Incroyable. Ça paraît fou, mais c'est finalement très rationnel et c'est pas une si grande performance que ça à accomplir. Et puis c'est tellement bien expliqué par Amélie Charnet. Petite question quand même, est-ce que, Amélie, tu penses que la 5G à Paris va arriver avant la 4G sur la Lune? Eh bien, c'est une bonne question à laquelle je ne répondrai pas. Alors, en fait, je vous avais fait une fausse joie il y a quelques temps, je crois, fin de l'année, je vous avais dit non, mais la 5G pour Paris, ça arrive, il n'y a plus de blocage. Tu sais que, oui, on en parle souvent avec Jérôme Mondial, Amélie, elle s'est plantée. Alors, on reste normalement sur une lancée théorique avant la fin du premier trimestre. Donc, en théorie, c'était d'ici fin mars, mais il semblerait que ce ne soit pas si évident que ça. Alors, je vous propose de contacter... Toujours pour des raisons politiques. Il y aura encore des obstacles, visiblement. En fait, le fait que les opérateurs aient communiqué dessus avant la mairie de Paris aurait pu poser problème. Je vous propose d'appeler directement Anne Hidalgo et de lui poser la question. Mais ça ne serait pas à cause d'un opérateur mobile qui aurait déclaré sur un média connu que par exemple, la 5G pourrait arriver fin février par exemple, à Paris, c'est pas ça? Ah oui. C'est quoi cette private joke? Ces journalistes qui posent des questions quand même stupides, c'est vraiment nul. Hein. Bon, écoutez, de toute façon, tu suis ça de près, tu nous tiens au courant. Oui. Hein, voilà. Bon. Merci beaucoup, Amélie.
Merci. Amélie Charnet, la déesse des télécoms. La déesse des télécoms, c'est bien. De mieux en mieux, c'était la princesse avant. Eh ben oui, Maintenant, c'est la déesse. Tu montes en grade, tu es upgradé cette semaine. Et en plus, faut tenir ton rang après. Et comme Jérôme est un peu lunaire, ça tombe bien. Magnifique. Bon, allez, je t'emmène dans les bas-fonds d'Internet. Attends, non, mais avant, moi j'aimerais bien qu'on revienne à notre question d'Orange. C'est la dernière, il faut quand même faire honneur à la dernière question 01 Orange. Google a-t-il raison d'arrêter Stadia Games? C'est la question qu'on vous pose. On en parlait tout à l'heure avec Aymeric Siméon. Une majorité de oui. Sans appel, oui. Pourquoi? Vous n'avez pas aimé les jeux Stadia Games? C'est normal, il n'y en a pas eu. Bon, enfin bref. Voilà, n'hésitez pas, vous avez encore une semaine pour voter. Et puis, sachez qu'on aura un nouveau rendez-vous à vous proposer dès la semaine prochaine qui va être Tech for Good. Jérôme, on va en parler juste après Gilbert Kallenborn qui est ici dans ce studio. Jingle. Voilà. Qui est très fort au frisbee. Je le vois à chaque fois qu'on regarde son petit jingle. Ça, c'est fort, c'est très, très fort. C'est pas un frisbee, c'est un bouclier anti-cyberattaque. Alors, en confinement chez soi, c'est un peu difficile. Mais... Oui, Bon, on va plonger, je le disais, dans les bas-fonds d'Internet, là où il se passe des trucs glauques, dégueulasses, interdits, dangereux, criminels. Car notre spécialiste cybercriminalité, c'est Gilbert. Et on va parler de trafic de drogue. Et oui, alors vous connaissez le dark web, je suppose. Le dark web, ce recoin sombre. Tous les jeudis, j'ai mon petit quart d'heure dark web. On se prend le thé dans le dark web. C'est vrai, ce recoin sombre de la toile où on peut acheter donc de la drogue sur des sites cachés uniquement accessibles par le browser Tor, sans doute que vous connaissez, en utilisant de la crypto-monnaie, Bitcoin, Monero. Donc le premier site, c'était Silk Road, qui fonctionnait de 2011 à 2013. Il y en a eu beaucoup d'autres après. Bon, alors tout ça, c'est has-been maintenant, car maintenant les caïds de la drogue utilisent les messageries, les réseaux sociaux, en fait, pour écouler... Plus besoin d'aller dans le dark web pour acheter de la drogue, quoi, non, en fait. Non, donc les principaux canaux sont Telegram, Instagram, WhatsApp, Snapchat, qui sont utilisés donc c'est effrayant ce que tu nous racontes là. Donc les messageries chiffrées, quoi. C'est ça, les messageries les plus populaires en plus. Pas forcément. Alors, chaque réseau a un peu son rôle. Donc Telegram, c'est bien pour la promo parce qu'il y a les groupes publics, il y a les channels. Donc en fait, là-dedans, je vais pouvoir faire la promotion de mes produits, la liste de prix, les vidéos, des photos. Les promos, les bundles, les bonnes affaires, exactement, les bonnes affaires. Black Friday. Et après, si quelqu'un est intéressé, on va pas rester sur la place publique, on va aller dans un canal privé. Donc ça peut être du Telegram Secret Chat, ça peut aussi, ou du WhatsApp, mais aussi du Snapchat, j'ai vu ça, Snapchat. Du Snapchat. Oui, c'est pas du tout sécurisé en fait, Snapchat, mais... Et donc, l'avantage, en fait, pour le consommateur, c'est que, tout simplement, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on n'a pas besoin non plus d'acheter des bitcoins. Pas besoin d'installer Tor browser, de se plonger dans les arcanes de la crypto, de l'anonymat. Mais jusqu'où tu es allé? Tu as discuté avec des dealers? Tu as consommé, ton investigation rester dans la légalité. Ton investigation irait trop loin, mais jusqu'où tu es allé en fait dans le processus? Première étape, c'est déjà voir qu'est-ce qu'il y a. Donc il suffit d'aller sur Telegram, quelques mots-clés, on arrive très très vite en fait à des offres et c'est très bien fait. Donc c'est des flyers numériques. Donc voilà. Donc il y en a un par exemple, c'était livraison by Mac. Alors on a toutes les étapes en fait pour comment ça marche. Alors tu nous envoies un message, toc toc toc. Tu es livré par Ubersheet. Voilà. Et après tu fais la transaction sur. Non, la transaction se fait en cash à la livraison. Voilà. Donc, c'est à l'ancienne alors. Voilà, oui, c'est à l'ancienne. En fait, c'est pas vraiment nouveau. En fait, la livraison à domicile, ça existait déjà avant. Les gens se refilaient des numéros, mais maintenant, ça se passe par la messagerie de la drogue, ou par le réseau social. Donc, ça ouvre en fait le marché à n'importe qui, parce que même j'ai zéro plan, je vais aller sur Telegram et toc. Voilà. Non, ce qui est effrayant, c'est que finalement, tout ça, c'est accessible aux plus jeunes. Oui, Snapchat, par exemple, c'est un réseau social. Tu parlais d'Instagram tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Instagram? On peut contacter aussi des dealers? Alors, Instagram, c'est pour mettre en avant la marchandise, les photos, les vidéos. C'est dingue, ça. Mais après, pour faire le deal, en fait, c'est sur WhatsApp ou voilà, c'est ça. Donc, parce qu'il y a la messagerie privée d'Instagram, mais en général, ils ne passent pas par là? Non, enfin... Là, je sais pas trop, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Non, je suis allé. Mais j'ai eu des témoignages, en fait, généralement, c'est quand même plutôt WhatsApp qui est utilisé. Et visiblement Snapchat aussi. Donc, mais alors, est-ce que ça rend pas finalement quand même... est-ce que l'avantage, c'est pas que ça rend plus facile l'action de la police dans ce cas-là?
C'est pas plus visible? C'est assez visible. Hein. La preuve, c'est qu'il suffit d'aller sur Telegram, faire quelques on peut remonter la piste. Il y a des numéros de téléphone qui sont indiqués pour appeler directement. Mais est-ce que la police... Mais que fait... Alors justement, que fait la police? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Nous, enfin, ce qu'on voit, c'est surtout les actions sur le dark web. Hein. La police communique beaucoup, en fait, sur le dark web. Mais sur ces réseaux sociaux, j'ai pas vu beaucoup de communication. Alors, on a des images, là. Hein, j'ai vu dans les rapports... C'est des captures d'écran que tu nous as faites, oui, là? Oui, c'est ça, oui. J'ai vu des rapports Europol. Europol a parfaitement conscience, en fait, du phénomène et indique que c'est dans toute l'Europe. Hein. Donc, France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, dans tous ces pays, en fait, ils ont vu ce phénomène de vente de drogue par messagerie et réseaux sociaux. C'est dingue, hein, franchement. On a l'impression d'être dans une pizzeria et choisir ses ingrédients sur sa pizza. Et c'est livré à domicile? Et c'est livré, alors voilà, d'après les témoignages, c'est livré à domicile en l'espace de moins d'une heure. Hein, Est-ce qu'il a un bon mot à faire, François? Non, pas du tout, mais je l'ai fait déjà, vous ne m'avez pas entendu. Oui, mais elle était bien, excuse-moi. 2 ou 3 spectateurs l'ont entendu et l'ont apprécié, dont Amélie Charnet, qui a fait comme ça, comme ça, voilà. Donc je ne répéterai pas Uber Sheet. Il a dit Uber Sheet, c'est bien. C'était pour rigoler. Et en période Covid, forcément, c'est encore plus pratique, hein, parce qu'on ne peut pas les sortir. On peut pas les sortir pour acheter sa cam. Hein, donc voilà. Mais est-ce que ça marche pour la dérogation couvre-feu et puis le... Oui, mais enfin, on plaisante, mais on rigole, mais vous franchement, savez, c'est pas drôle. Non, mais il y a des trucs incroyables. Moi, j'ai des témoignages de gens qui, sur Snapchat, tu trouves n'importe quoi sur Snapchat. Tu peux, par exemple, acheter un permis de conduire. Tu peux acheter des attestations dérogatoires pour sortir. Sur Snapchat, on trouve tout, en fait. Et de manière... et personne n'est puni, en fait, pour ça. C'est les réseaux sociaux poubelles, en fait. Hein. Mais c'est ça. Ouais. Mais Snapchat, quoi. Il y a des adolescents. C'est le réseau des ados. C'est ça qui est fou. Exactement. Et que fait la police? Alors sans doute, hein, ils doivent y être, hein, mais alors soit il y a trop de monde qui fait trop de choses pas bien, soit c'est pas assez efficace. Non, il faut souligner quand même, il y a quand même un vrai risque, c'est des criminels. Hein, donc ils vendent pas seulement de la drogue, mais on voit aussi de temps en temps des annonces d'armes. Enfin, on voit des armes comme ça qui sont présentées donc à la vente aussi. Hein, donc c'est pas du tout sans risque. Et ça marche aussi pour la prostitution. La prostitution aussi. Ouais, alors il y a beaucoup d'arnaques aussi, ça aussi j'ai pu voir. Alors Telegram c'est vraiment un réseau poubelle. Hein, tout. Ah oui. C'est dingue ça. Plus que WhatsApp par exemple. Oui, parce que qui a la force d'être très populaire en fait. Oui, mais WhatsApp c'est vraiment, faut déjà être en contact avec quelqu'un. Alors que Telegram c'est les groupes publics et les channels qui permettent de déverser vraiment beaucoup de saloperies. Ouais, c'est l'équivalent des anciens forums de discussion où tu avais tout et n'importe quoi. Bon, merci beaucoup, Gilbert. Alors, ça a un peu plombé l'ambiance. Heureusement que j'ai fait mon Uber Sheet, là, histoire de faire un peu rigoler, mais bon, là... non, vraiment, mais c'est un vrai drame, quoi, les gamins qui tombent là-dedans et tout. Effectivement. Merci beaucoup, Gilbert. Alors... Avant de terminer ce 01 Hebdo, Jérôme, que va-t-il se passer à partir de la semaine prochaine? Un nouveau rendez-vous dans 01 Hebdo. Alors, tu sais quoi ça va ressembler? Eh bien, je ne vais pas t'apprendre ce qu'est le Tech for Good. Non. Tu sais ce que c'est? Oui, c'est la tech qui fait du bien. C'est la tech qui fait du bien. À la planète, la plupart du temps. Tout à fait. Et il faut savoir qu'en France, on est très très bon en matière de Tech for Good. On a énormément de startups qui innovent tout en pensant à faire du bien à la planète. Ça peut être évidemment dans tous les domaines. Hein. Ça peut être dans l'écologie, mais ça peut être aussi, par exemple, des modes de livraison de repas, mais propres. Il y a plein de choses très sympas. Des technologies vraiment positives, on va dire. Des innovations vraiment positives. Exactement, qui font du bien. Et à partir de la semaine prochaine, dans chaque 01 Hebdo, on vous fera découvrir, grâce à notre nouveau rendez-vous Tech Care avec Orange, une start-up qui fait du bien à la planète, Jérôme. Eh bien, c'est sympa tout ça. Et moi, j'avais envie de lancer un petit appel. Si vous êtes, par exemple, entrepreneur, que vous êtes à la tête d'une start-up et que vous regardez ce 01 Hebdo, n'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives. Si vous pensez que vous avez un rôle à jouer, justement, dans ce domaine, dans le Tech for Good, vous nous envoyez un petit message. Alors, soit sur Twitter, sur le Twitter de 01 TV, soit directement dans le flux des commentaires de YouTube. On se fera un plaisir de faire écho de votre initiative. À condition qu'elle soit bien. Ah, mais évidemment. Parce on vérifiera. Hein. Évidemment. On vérifiera tout. Et puis Gilbert Kallenborg regardera si vous n'êtes pas sur Telegram aussi, si vous ne faites pas de bêtises. Hein. Voilà, Jérôme. Super. Donc ça commence la semaine prochaine. Tech Care avec Orange.
Impeccable. C'est sur ce que se termine. C'est sur ce que se termine, que s'achève et se termine. Et se conclut même ce 01 Hebdo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous retrouver évidemment en replay sur 01 TV, la chaîne YouTube, sur 0net.com, sur évidemment les box SFR, Orange, Free et FranceSat. Et on sera là bien sûr la semaine prochaine. Voilà, portez-vous bien. Salut à tous.